je vais évidemment monter un tout petit peu l'épisode, mais beaucoup moins que d'habitude, Hmm. pour peut-être pas couper toutes les phrases comme j'ai tendance à le faire, quoi. Mais si on dit n'importe quoi, voilà, ça je vais couper, mais les hésitations habituelles, on va laisser pour voir ce que ça donne. Voilà. Pour travailler l'imparfait. Ce qui va vraiment être dur à faire. Je vais entendre toutes les hésitations, les tics de langage, les machins comme ça que je vais avoir envie de couper. Mais bonjour Mailleux. Salut Daoro. Aujourd'hui, on fait un épisode un petit peu spécial sur... Sur la perfection. Ouais, allez, soyons simples sur la perfection. Avant ça, il faut boire un petit peu de thé. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Et je bois des perles de jasmin. Pour rappel, c'est dans ce cas-là un thé vert de Chine, de la région du Fujian, et qui est aromatisé au jasmin, mais pas par contact. Donc il n'y a pas de morceaux de fleurs de jasmin dans le thé. Lorsque le thé est séché, il est mis dans des racks, en fait, et puis un rack sur deux, c'est des fleurs de jasmin, et puis l'autre, c'est le thé lui-même, et juste par la présence des fleurs de jasmin, il y a tous ces arômes qui passent dans le thé. Et donc, c'est plutôt un thé très délicat et très agréable. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Je bois un sencha, ce qui a pas l'air de changer grand-chose des autres sencha que j'ai bu quand je le dis juste comme ça. C'est pas le même paquet, simplement j'ai peu d'informations dessus. C'est un sencha que j'ai ramené quand j'ai été en voyage au Japon l'an passé. Les sencha, je l'ai déjà dit plein de fois, c'est vraiment des thés que j'apprécie. Aujourd'hui, j'ai fait un peu une infusion un peu spéciale. Première infusion, je l'ai fait à basse température, donc à 60 degrés, même pendant 2 minutes. Là, pour cette deuxième infusion, j'ai fait une infusion plus courte, d'une seule minute, mais à 85 degrés. Ça fait évoluer le goût entre les deux fois, c'est assez intéressant. Donc, dans cet épisode, tu as proposé qu'on parle de perfectionnisme. Mhm. Tu avais écouté donc un épisode d'un autre podcast qui s'appelle Émotion, qui parlait de ça, de se réconcilier avec l'assez bien. Donc tu as proposé qu'on en parle ensemble parce que je pense que tu sais que on subit tous les deux le perfectionnisme. On va peut-être commencer par dire qu'est-ce que c'est que le perfectionnisme. Franchement, je sais pas trop comment définir ça, à part... y a l'envie de faire les choses bien, qu'il reste pas d'erreur, que tout soit parfait, qu'il y ait un niveau de qualité élevé. Est-ce que toi, tu vois ça différemment ou est-ce que tu rajouterais quelque chose C'est un peu la recherche d'un idéal, donc quelque chose qui peut pas vraiment exister, sauf que la seule chose à laquelle ça mène, c'est l'échec, puisqu'on peut pas l'atteindre. Et je pense que les gens qui ont ce côté perfectionniste, justement, ils ont appris qu'ils échouaient tout le temps. Mm. Et ça mène un peu à ce côté de dire, du coup, je vais pas démarrer quelque chose. Ou alors, je vais tellement tourner autour du pot pour être sûr de pouvoir démarrer parfaitement qu'au bout d'un moment, il n'y a plus le temps et il va falloir le faire. Quelque chose auquel je suis assez sujet. Cette paralysie avant de commencer quelque chose, parce que, oui, il y a un peu cette insatisfaction qui traîne. Alors, je sais des fois qu'il y a des choses que je suis incapable de faire. Donc là, j'aurais pas d'insatisfaction par rapport à cet idéal que je sais dont j'ai pas les compétences. En cuisine, par exemple, je sais très bien que je suis pas un chef étoilé Michelin, j'arriverai pas à ça. Donc l'insatisfaction, elle est moins là-dessus que par rapport à je sais ce que je suis capable de faire peut-être, mais c'est l'absolu meilleur que j'arrive pas à atteindre tout le temps. Et évidemment, il y a cette insatisfaction là-dessus, quoi. Et des fois, ça se ressent aussi sur ce qui m'empêche un peu de démarrer. C'est que j'imagine quelque chose dans ma tête, mais le premier jet, ça correspond pas à ce dont je m'imagine. Hmm. Du coup, je suis très insatisfait et j'ai plutôt envie d'éviter de le faire. C'est difficile, quoi. Ça s'exprime de manière similaire dans mon cas. Je pense que dans mes études, j'ai beaucoup pris l'habitude en fait de faire énormément de recherches sur quelque chose Mm. pour être prêt à démarrer.
mais faire donc trop finalement de recherche, de se retrouver à devoir faire les choses au dernier moment, donc de les faire en plus beaucoup moins bien que ce qu'on pensait et même beaucoup moins bien que ce qui aurait été possible si j'avais simplement démarré plus tôt. Mmh. Et à la longue, ça crée ouais, cette boucle de toute façon, je peux pas faire les choses telles que je veux les faire, donc j'échoue. Il y a cette boucle qui se met en place qui en fait, d'une certaine manière, m'a appris que j'allais échouer quoi qu'il arrive. Sans prendre le recul de se dire non plus que la seule manière de réussir quelque chose, c'est forcément de l'avoir échoué plusieurs fois avant. Mmh. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des tâches, je sais que de toute façon, je vais les échouer si je les fais. Si je démarre un nouveau sport, par exemple, je sais que je vais pas faire un score parfait tout de suite. Ça me paraît évident. Il va falloir que je m'entraîne, que je rate, que je rate, que je rate. Et peut-être qu'à un moment, je vais commencer à faire des scores qui me satisfont. Certaines tâches, j'admets que c'est comme ça, mais d'autres, non. Tout n'est pas égal. Des tâches où je me dis que c'est un peu plus, dans mes compétences, alors là, j'ai beaucoup plus de peine par contre, ouais. J'aurais pu faire mieux ou «Ah, je vois Mmh. encore des fautes, donc il faudra encore que je passe du temps dessus». Mais bon, ben, le délai est là, faut aussi, rendre des trucs, quoi. Et je pense que ça mène, enfin pour moi, l'impact principal, ça a été un côté de procrastination très élevé, qui au bout d'un moment était juste, je recule les tâches et je fais même plus en fait cette espèce de phase de recherche très longue. Mmh mh. Je vais juste reculer, reculer jusqu'à que je sois complètement dos au mur et que je vais passer une semaine sur le projet sans dormir et puis finir le projet, avoir une note moyenne et voilà quoi. Ouais, moi, j'ai un peu eu ces problèmes-là à l'école quand, comme tu dis, il y a une note à la fin, bah, du coup, c'était pas Mm. ouf alors que si je m'y étais mis dès le début, ça aurait probablement été mieux. Maintenant qu'il y a plus de notes ou que c'est des travaux à rendre, bah, voilà, j'ai peut-être un bon exemple d'une mise en page que j'ai à faire. Du coup, il Mm. faut habiller tout ça graphiquement, donc forcément, j'ai besoin de ressources parce que je vais pas les créer à la main, en fait. Et je passe un temps incroyable à aller chercher des trucs. J'ai besoin d'une texture de papier, par exemple, donc je vais passer, 5 heures à aller chercher une texture de papier parce que: ouais, mais celle que j'ai trouvée la première, c'est pas exactement ce qui me correspond, machin». Puis du coup, je pourrais en avoir une autre et au final, j'ai passé tellement de temps alors qu'en vrai, la première elle passait très bien parce qu'une fois qu'il y a le texte dessus, ben, cette texture de Mm. papier-là, elle changeait pas grand-chose, en fait. Les gens vont pas remarquer, mais moi, je vais remarquer et c'est ça le problème, en fait, où ça empire un peu la situation parce que je passe plein de temps à me dire, «Je pourrais trouver mieux». Souvent, non, mais du coup, j'ai perdu du temps et après, j'ai plus de temps pour faire les choses bien parce qu'effectivement, il y a une date de rendu, quoi. Ça s'applique peut-être pas trop à ton exemple, mais dans certains cas, je pense que le temps passé sur la recherche est tellement long qu'en fait, on aurait pu juste faire la chose qu'on recherchait. Dans le cas du développement, il y a énormément de logiciels qui sont en accès libre et dont les sources sont accessibles et qu'on peut du coup simplement réutiliser dans mon travail. Et quelque chose qui m'arrive souvent, c'est de faire une recherche absolument voulue, exhaustive d'une certaine manière de tout ce que les autres ont déjà créé qui résolverait le problème. Mais évidemment, chacun de ces autres personnes, elles ont fait ça de manière différentes que ce que moi je voudrais. Elles n'ont pas réglé exactement le même problème à chaque fois. Mmh mh. Je vais passer énormément de temps sur rechercher cette bibliothèque de fonctions qui va être parfaite, alors que ces 40 heures de recherche, par exemple, bah en fait, j'aurais eu le temps de moi juste créer de zéro ce que j'avais besoin. Des fois, moi, des trucs qui m'arrivent, c'est de passer énormément de temps à chercher quelque chose pour dire, voilà, c'est le truc que j'avais besoin, que j'avais en tête. J'ai fini par le trouver après 3 heures de recherche, pour me rendre compte plus tard dans le travail que, il y a d'autres choses qui me font prendre une autre direction et que finalement, eh ben, j'utilise plus, ce que j'avais mis autant de temps à chercher. Alors que si j'avais fait un premier jet avec, bon, cette texture de papier, par exemple, comme je parlais avant, elle est peut-être pas super, mais je la mets déjà et puis on verra bien plus tard si je la change. 2 jours après, je fais: «Ah, finalement, je veux plus mettre une texture de papier, je veux mettre une texture de bois», j'en sais rien. Les 3 heures dans le vide que j'ai cherché, ouais, c'était vraiment inutile, quoi. Est-ce que tu penses que ça vient peut-être aussi d'un mélange de contexte d'une certaine manière, dans le sens où le premier jet qui serait un peu du début à la fin, fait rapidement, qui sert de brouillon, c'est un côté créatif, de création, de zéro, alors que trouver la texture parfaite, par exemple, en fait, c'est plus de l'édition. Et est-ce que cette perte de temps liée au perfectionnisme, ça serait pas aussi cette espèce de mélange de ces deux contextes, alors qu'en fait, il faudrait que ces deux phases du travail soient séparées?
J'avais jamais envisagé ça comme ça, mais comme tu me le dis là, oui, bah, effectivement, c'est évident, quoi. La première phase que tu décris, de dire: «Mettons en place les éléments et on verra si ça fonctionne». C'est effectivement le côté création et après une fois que c'est créé, on dit: «Bon, là, ça satisfait peut-être pas aux standards, c'est peut-être pas la bonne idée», Ah ça, on a changé d'idée, comme tu dis, il faut plus du papier, il faut du bois, mais on s'en est rendu compte que parce qu'on a écrit, la dernière ligne du document, quoi. ouais. Et donc si on écrit la dernière ligne en dernier, et bah, là on est coincé, on doit refaire tout du début. Je me demande s'il y a pas, une crainte de ou en tout cas un évitement à dire, «Ah mais je vais pas créer tout un document en utilisant des choses qui sont entre guillemets "pas assez bien" et après je vais devoir recommencer, faire une 2e passe dessus, tout changer et ça va me prendre beaucoup de temps pour tout changer. Donc autant que ce soit bien dès le début». Sauf que en fait le calcul il est assez faux là-dedans parce que, je passe plus de temps à essayer de trouver le truc parfait du premier coup plutôt que, bah, oui, OK, je dois faire les trucs 2 fois, mais ça va me prendre peut-être 2 heures, alors que trouver le truc parfait, ça va me prendre 6 heures et au final, le calcul, il est faux. Ouais. J'ai aussi un autre problème des fois, ça concerne peut-être plus des choses manuelles. J'ai des fois tendance à surcorriger et en fait, ça empire un petit peu la situation. Bon, je dessine pas, mais pour cet exemple-là, ça marche pas mal. Je veux dessiner une maison, il y a un 1er dessin qui est fait et là, je me rends compte que, on comprend pas très bien que c'est un mur en briques, par exemple. Donc, je vais dessiner, plus de briques. En rajoutant toutes ces briques, maintenant, ça rend le mur illisible, on comprend pas très bien ce que c'est que ce gribouillis. Donc en fait, en essayant d'améliorer la situation parce que je pensais que c'était pas assez bien, j'ai empiré la situation parce que, ben, maintenant, c'est devenu un gribouillis dégueulasse, Est-ce que c'est des choses qui t'arrivent aussi ou? Oui, ça m'est arrivé. Justement, à l'époque où je faisais un peu plus de dessin et de peinture, c'est moins le cas maintenant. Je fais un peu moins de choses manuelles. Donc, c'est pas quelque chose qui m'arrive trop ces derniers temps. Par contre, j'ai une ressource liée à ça. Ça rejoint un peu un autre point peut-être qu'on voulait parler. C'était est-ce que ce perfectionnisme, c'est un avantage ou un inconvénient? Mmh. Donc, ouais, il y a cet artiste Tom Sachs, Sachs, qui a cette idée ouais, du quitting coefficient, donc le moment où il faut s'arrêter, quoi. Et je pense que c'est pas mal en lien avec le perfectionnisme et avec le contexte. Personnellement, je pense que le perfectionnisme, c'est très très utile dans certains cas, et particulièrement dans les démarches artistiques Mmh. qui sont pas dans une entreprise. Parce que évidemment, si on est dans une start-up ou dans une entreprise, le but, c'est pas du tout de faire un truc parfait, c'est pas du tout de faire de l'art, c'est de faire les 20% qui donneront les 80% de bénéfices. Ouais, il faut en faire, le minimum possible pour avoir le maximum C'est ça. de résultats, mais au bout d'un moment, ça sert à rien d'essayer de faire mieux parce que le peu d'améliorations que tu vas faire, ça va. Elles vont être très coûteuses et elles vont améliorer très peu de choses. Donc lui, il a cette vision que j'ai mis un graphe dans les notes. Il y a cette partie qui est la partie où on est le plus productif jusqu'au, en anglais, c'est point of diminishing return. C'est justement ce point à partir duquel où toute amélioration devient très 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 coûteuse comparée aux bénéfices. Quand on travaille en entreprise, on travaille dans cette phase plus productive. On doit s'arrêter à ce point-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on atteint ce point-là, le travail est assez bien et on doit s'arrêter. Et ensuite, lui, il dit, un artiste, par contre, il doit aller au point de retour maximum. Et là, c'est un peu cette espèce de recherche de perfection d'une certaine manière. Mais il dit qu'ensuite, au-delà de ce point, on tombe dans un retour négatif. Et ce que tu décris, toi, qui est qu'on commence à faire beaucoup trop de modifications, on tente d'aller trop loin, ça dévalue ce qu'on est en train de faire. Potentiellement, ça le rend moins bien ou ça masque le message. Enfin, ça va dépendre de ce qu'on est en train de faire, quoi. J'ai, construit quelque chose en bois aggloméré et donc le bois aggloméré, il a sa couleur, claire, je trouvais que ça faisait un petit peu, cheap parce que justement, tu vois que c'est du bois aggloméré. Donc une solution, c'est de colorer le bois avec, ce qu'on appelle une lasure. Donc, bah, c'est ce que j'ai fait, sauf que bon, bah, maintenant, on voit quand même passablement bien les coups de pinceau parce que, bah, je sais pas faire ça, en fait, c'était la première fois que je le faisais. Visuellement de loin, je suis très satisfait, hein, mais quand j'y regarde d'un petit peu plus près, les autres gens le verront pas, mais moi je le vois que genre, c'est pas aussi bien que ce que je voulais. C'est pas facile. Mm.
Le fait que tu dises: «Les autres gens le verront pas», ça me fait penser à un il y a aussi peut-être dans cette recherche du perfectionnisme, un point de vue qui est évidemment biaisé parce qu'on prend que notre point de vue, mais pas la cible du point de vue d'une certaine manière. Alors bon, dans le cas de faire quelque chose, fabriquer quelque chose pour toi, bon bah la cible c'est toi, donc là forcément, ok. Mmh. Mais je pense plus à un cadre, ce que tu disais sur le document que tu devais mettre en page par exemple. Mmh. Ce document c'est pas toi la cible. La cible c'est potentiellement des milliers, des dizaines de milliers de personnes ou des centaines de personnes. Mais Mmh. est-ce que si on s'entraînait un peu plus à prendre ce point de vue en compte, est-ce que ça aiderait pas aussi? Parce qu'on sait que les autres le verront pas. Il y a peut-être une manière de s'entraîner à changer de point de vue en prenant ça en compte. On met le perfectionnisme là sous une lumière, négative. Est-ce qu'il y a une part d'atout ou est-ce que c'est qu'un inconvénient? Comment tu vois les 2? Si on arrivait à séparer le moment où on se sert de ce perfectionnisme, je pense que c'est un atout dans ce cas-là. Dans mon travail, il faut pas que j'aille au truc parfait parce que ça va prendre des mois et des mois juste pour faire un petit quelque chose qui, au final, ne sera même pas vu par le client parce que là, c'est littéralement derrière, dans ce que personne ne voit et donc ça n'a pas d'impact direct sur nos revenus. Mmh. Or, dans le cas d'une entreprise, ça va rarement demander qu'on fasse la perfection. Par contre, dans le cas des choses plus personnelles, je pense que bien utilisé, ça peut être positif, oui, parce qu'il y a quand même une satisfaction à faire les choses, mais il faut réaliser que les premiers jets seront pas parfaits, qu'il va falloir de l'entraînement pour atteindre ce qu'on veut potentiellement. Peut-être que ça rejoint un peu plus comment lutter pour ça, mais je pense qu'il y a un côté qui est que le premier jet qui est pas parfait ou la première fois qu'on fait quelque chose et qu'on dit: «Ah mais non, ce dessin il est nul», d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a une vision qui est plus grande que ça et ça veut dire qu'on a de la marge pour, encore apprendre Mmh. et si on change la manière de voir et puis ou tout simplement du goût. Parce que si on fait une peinture et qu'on trouve qu'elle est nulle, surtout si c'est la première, bah, c'est sûrement vrai. C'est juste un fait, on n'est pas entraîné, on ne sait pas encore ce qu'on fait, donc elle est peut-être nulle, donc ça montre qu'on a du goût, ça montre qu'on sait et qu'on voit un chemin d'amélioration et donc on peut ensuite prendre ce chemin. Le problème, c'est qu'on a le réflexe de dire: «C'est nul, donc j'arrête», alors qu'en fait, on devrait s'entraîner à dire: «C'est nul, donc j'avance». C'est une grosse différence. De temps en temps, en termes d'atouts, ce que je vois comme, truc pratique, si je fais des exercices de sport, par exemple, donc un peu du renforcement fonctionnel, en gros, Mmh. juste soi et quelques poids, quoi. Bah, j'ai effectivement envie de bien faire les choses. Voilà, je trouve pas l'intérêt de mal faire des exercices. L'avantage de ça, je pense, c'est que, d'accord, j'ai peut-être passé du temps à faire des recherches pour, quels exercices je devrais faire, machin, plutôt que de les faire. Mais je pense que ça me fait faire un nombre d'exercices qui, du coup, sont un peu équilibrés et la manière dont je les fais aussi, je peux peut-être, juger des gens que je vois faire des fois en disant: «Oh là là, mais c'est vraiment de la merde ce qu'ils font, faut pas faire ça, c'est pas bien», voilà. Mais au final, moi, les exercices que je fais, je m'applique à les faire bien et ça réduit peut-être, le risque de blessure, Ouais. le risque de déséquilibrer des choses, voilà. Donc là, il y a un petit avantage, quoi. Sur un autre ordre d'idée, peut-être le podcast actuel, le fait que je le monte beaucoup, vraiment, je passe beaucoup de temps à couper plein de choses, voilà. D'ailleurs, je serais curieux de voir si ça s'entendra que l'épisode actuel sera moins monté. Moi, j'ai l'impression, au final, que pour les auditrices et auditeurs, c'est plus agréable à écouter parce que justement, il y a un petit travail de perfectionnisme dessus Mmh. pour couper beaucoup de choses, beaucoup d'hésitations, beaucoup de trucs, quoi. Est-ce que c'est un retour sur investissement, entre guillemets, qui vaut la peine? C'est-à-dire toutes les heures que j'investis, est-ce que ça apporte autant que ce que moi j'ai investi en retour? Je suis pas sûr. J'aurais peut-être pas besoin d'en faire autant pour Mmh. peu de différence au final, mais bon, j'ai quand même l'impression que ça pousse un peu le truc vers le haut et que c'est cool. Un contre-exemple de ça, récemment, j'ai vu quelque chose qui avait rien à voir, un cours qui avait rien à voir, je suis tombé sur cette page par hasard et puis souvent quand les gens, ils publient un cours en ligne, il y a des commentaires de personnes qui ont participé au cours Mhm. et dans ces commentaires, il y en avait beaucoup qui disaient justement:
Ce cours, c'est très sympa parce qu'on voit que la personne, elle a juste tout enregistré en un coup et du coup qu'elle maîtrise son sujet, mais qu'il y a un côté plus proche de la personne parce qu'il y a quelques hésitations, parce qu'on entend un peu le bruit dehors, il y a une sirène qui passe, hein, parce qu'il y a une voiture qui passe à un moment donné. Et les gens, en fait, je pense, à force d'avoir été habitués à des choses qui sont extrêmement montées, disaient que justement là, ça avait un côté rafraîchissant un peu et puis un côté où on avait plus l'impression d'être avec la personne. Tout l'inverse que je dis, en fait. Tout l'inverse. Ouais. Ça veut pas dire que toi, t'es dans le faux, qu'eux, ils sont dans le vrai. Je pense que c'est juste une question d'équilibre, en fait. C'est vrai que quand on va sur YouTube, maintenant, je trouve qu'il y a plus de vidéos mal montées, d'une certaine manière. Enfin, j'ai l'impression que tout ce que je regarde, la plupart des choses que je vois, il y a les personnes, quand elles parlent, il n'y a jamais une hésitation, il n'y a jamais de mouvement bizarre de la caméra, tout a l'air toujours hyper calibré en termes de lumière, etc. Je pense qu'on n'a plus l'habitude de juste voir quelqu'un qui se filme naturellement. Donc ça génère un peu ce côté rafraîchissant, on va dire. Alors qu'en fait, c'est juste parce que la plupart des gens se prennent trop la tête, je pense. Que dans beaucoup de cas, il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Enfin, évidemment, si le but c'est d'aller faire du cinéma ou des choses et puis d'avoir une construction hyper cadrée pour vraiment faire passer un unique message, à la limite, même ça, je pense qu'avoir un côté qui est plus naturel avec des erreurs, ça montre aussi une plus grande maîtrise. Des fois, c'est vrai qu'on a peut-être la pression de ce qu'on voit Oui, voilà. qui s'est très professionnalisé, disons, mais un petit peu pour tout, hein. Je veux dire, le moindre vlog sur TikTok ou je sais pas quoi, les gens, ils ont fait des efforts pour super bien éclairer leur truc, mettre des effets de malade, machin, enfin voilà. Donc on se dit que quand on débute en tant que complet amateur, on peut pas débuter avec rien et du coup on débute pas ou on fait pas les choses, donc on se met une barrière là-dessus. Alors que si je regarde CGP Grey quand il a commencé à faire ses vidéos, c'était des choses qui étaient faites sur l'équivalent de PowerPoint mais pour Mac, sur Keynote. Oui, par rapport à ses vidéos actuelles, c'est vachement moins bien animé, mais en fait ça marche complètement bien. C'est suffisant. C'est largement suffisant. Et pour débuter, bah, c'était parfait en fait. Il a aussi trouvé peut-être une bonne méthode de dire je vais faire des dessins un petit peu bâtons. Ça marche en utilisant ce style-là, plutôt que d'essayer de faire un truc plus réaliste qui, du coup, ça serait moins bien passé. On aurait vu que c'était plus bricolé. Ouais. Alors que là, on voit moins le bricolage parce que le style est approprié. Ouais, et puis ce côté où on est entouré que de choses qui sont, comme tu disais, ouais, très professionnelles, ou qui paraissent très professionnelles. Je pense que c'est quelque chose qui a toujours un peu eu, mais récemment, dans ces dernières années, j'ai l'impression que c'est vraiment la majorité de ce qu'il y a sur Internet qui a atteint ce point-là. Je me souviens il y a quelques années, il y avait Navo, tu vois qui c'est? Le co-auteur de Bref. Ouais. Il avait un podcast tout seul, où il n'a pas fait beaucoup d'épisodes, mais où en fait, il voulait un peu démontrer qu'on avait besoin de rien pour faire un podcast. Le podcast était enregistré sur les écouteurs Apple par défaut, ces écouteurs blancs qui ont un petit micro. Ah oui, il l'avait appelé Marcher Parler. Voilà, je viens de retrouver le nom. Il voulait dire des trucs, mais il prenait jamais le temps de se poser pour enregistrer un podcast. Donc il a dit, bah, je passe mon temps à marcher dans Paris pour aller du point A au point B. Donc quand je marche, je vais m'enregistrer. Donc il s'enregistrait juste en marchant, donc avec les bruits de la ville autour. Et il en faisait un podcast qui était non monté. Souvent, c'était d'une traite. Et puis du coup, ça arrivait qu'il se reprenait, etc. Et il y avait ce côté volontaire un peu de dire, vous avez besoin de rien pour commencer à créer. Tu veux faire un podcast, bah, tu as déjà tout ce qu'il faut pour. Tu utilises la fonction d'enregistrement sur ton téléphone, tu as déjà un casque avec un micro, et puis ce sera assez bien. De toute façon, si ce que tu dis est intéressant ou touche d'autres personnes, c'est ça la chose qui va faire que quelque chose va réussir. C'est au final ce que tu essayes de faire passer, c'est pas l'enrobage autour. L'enrobage peut aider, mais en fait, dans beaucoup de cas, s'il n'y a que de l'enrobage et pas de choses intéressantes dedans, ben, au bout d'un moment, les gens se lassent. Alors, tu vois, pour ce genre de truc, c'est peut-être moi qui pourrais mieux choisir le sujet pour que ça fonctionne mieux. Mais j'ai tellement pas envie de participer à raconter des conneries que les choses que je pourrais raconter, j'ai envie que ce soit recherché et sourcé
pour pas que je perpétue un mythe ou une fausse information ou un truc comme ça. Mmh. Bah, ça veut dire faire des recherches pour pouvoir étayer ce qui est dit. Au final, bah, je peux pas faire autant que ce que j'aimerais parce que ça ferait trop de recherches à faire et voilà. Et il y a peut-être cette candeur de se lancer comme Navo dans ce que tu disais. Lui, il va juste causer en marchant que je fais pas parce que justement, il n'y a pas eu les recherches derrière. Voilà. C'est peut-être une question là aussi de peut-être que les choses dont Navo parlait, disons, ne nécessitaient pas des recherches. Donc au pire, s'il y a quelques imprécisions, c'est pas grave en fait. Dans son cas, c'était surtout des choses qu'il avait apprises justement je crois en créant Bref, parce que je crois que c'était à l'époque de Bref à peu près, la première saison. Mais dans d'autres choses qu'il avait créées, moi j'avais connu avec sa bande dessinée, pas dessinée, qui est une BD avec que du texte, il n'y a pas de dessin, mais c'est une BD quand même. Parce qu'il disait, j'ai toujours voulu faire de la BD, mais j'ai jamais su dessiner, donc je vais juste faire les bulles en fait. Très bien. Et ça marche. Je crois que c'est la bande pas dessinée, le titre. Ah oui, je me souviens de ça. Mon Dieu, mais alors oui, ça fait Mais c'est vieux. un retour, ouais. Tranquillement vieux. Mais je pense que, ouais, ce côté, comme tu dis, évidemment, on veut pas propager des messages qui seraient faux ou des choses comme ça, mais ça fait partie du problème de la recherche qui va trop loin, parce que de toute façon, on va forcément faire des erreurs. Je pense qu'il vaut mieux s'entraîner à faire des erreurs et ensuite les corriger Mhm. que tenter de pas du tout faire les erreurs. C'est en faisant les erreurs qu'on s'améliore de toute manière, donc on va être obligé de les faire pour pouvoir s'améliorer. Et je sais pas si je vais quelque part avec ça. D'accord. Mais bon, oui, effectivement, il y a que la pratique. Comment j'ai beau le savoir de manière rationnelle, en fait, il y a le problème de le mettre en place, quoi. Et oui, ouais, bien sûr. Mais justement, là, tu te dis, il faudrait juste accepter de faire des choses moins bien, entre guillemets, moins bien par rapport à ce qu'on aimerait faire, quoi, pour avoir cet entraînement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour lutter un peu contre le perfectionnisme? Toutes les activités manuelles sont bien pour lutter contre ça. Tu veux dire qu'il faudrait que je sculpte des trucs dans du bois pour mieux monter mon podcast? Enfin, je comprends pas ton histoire. Pour monter le podcast, je sais pas, mais en tout cas pour s'entraîner à accepter l'erreur, pour cette partie-là en tout cas. Quand on fait quelque chose de manuel, le coût de l'erreur, il est très élevé, Mm. dans le sens où corriger l'erreur, ça va souvent prendre beaucoup de temps. Ou c'est pas possible aussi, hein. Et donc, il va falloir l'accepter et l'intégrer finalement. Mhm. Au début de l'année, j'ai ouvert un nouveau carnet, j'ai écrit la date et j'ai réussi à tout de suite me planter dans le jour. J'ai mis mardi au lieu de jeudi. C'est littéralement la première ligne du nouveau carnet où je fais une erreur. Et il y a eu des carnets à une époque que j'ai rangés à cause de ça Ah et ouais. que j'ai plus jamais utilisé. Donc, t'as même pas, je sais pas, arraché la page, tracé le truc et dire, bon, moi, je commence à la page 3. Je pense que plus tard, j'ai arraché la page et puis réutilisé le carnet parce que j'ai plus de carnet non utilisé, je crois, dans mes stocks. Mais Ouais. en tout cas, tout de suite, ça a été un peu le côté « Ah, c'est nul, je fais tout de suite une erreur, blablabla ». Alors que là, cette année, j'ai juste raturé, j'ai écrit l'autre date en dessous et puis c'était réglé. Dans les choses manuelles, il y a une facilité à faire des erreurs, ou même pas forcément des erreurs, mais une facilité à faire les choses de manière imparfaite. Et là, dans ce cas-là, pour moi, c'est juste écrire, c'est même pas dessiner, c'est même pas sculpter ou quoi que ce soit, c'est juste le fait que j'écrive à la main. Je pense que ça me réentraîne à accepter que les choses soient pas parfaites. Sinon, dans mon cas, ce qui marche assez bien, c'est se réentraîner à faire les choses rapidement. Mhm. Avec méthode Pomodoro ou similaire, dans mon cas, c'est se dire, voilà, bah là, ma journée, je vais la découper ou mon après-midi en 8 blocs de 30 minutes, en gros. Cette tâche, j'aimerais que ça me prenne 3 blocs de temps. Donc, je vais la faire en 3 blocs. Et le fait de se dire, bah voilà, j'ai que cette période pour faire les choses, ça permet, je trouve, aussi plus de se concentrer sur, voilà, l'état que je veux atteindre à la fin. Voilà les 3-4 étapes dont j'ai besoin intermédiaires pour l'atteindre. Et donc, on va le faire. Cet entraînement à la rapidité, je pense qu'aussi, il a un avantage qui est que si on finit les choses plus rapidement, même si elles ne sont pas parfaites, on finit aussi plus de choses et donc on s'entraîne plus. Comment tu ferais je vais prendre un exemple pour moi, peut-être. Je dois mettre en page
une brochure, voilà. Donc là, je pourrais me dire, OK, il faut que dans la prochaine demi-heure, j'ai terminé la page. Et malgré tout, j'y arrive pas parce que plein de raisons, disons. Mmh. Comment tu fais quand tu te retrouves dans un cas pareil, en fait? On pourrait se dire: «Tu as échoué ce que tu viens de faire puisque ça a mis plus de 30 minutes», mais de toute façon, il va falloir le faire, donc il va falloir rajouter un nouveau bloc. Dans ce deuxième bloc de temps, c'est se dire, avant de le démarrer, c'est se dire: «Ben, est-ce que c'est vraiment faisable en 30 minutes ou pas? Ce qui me reste?» Souvent, moi, ce que je trouve ce qui marche bien, c'est de définir qu'est-ce que ça veut dire que la tâche soit finie. Dans mon ancienne boîte, on appelait ça le DOD, Definition of Done. Définition du fini. Ouais, voilà. Et un peu chaque projet avait cette définition du fini. Pour tel client, on veut faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a fini? Ouais. Déjà, ça donne un objectif qui est précis. Et ensuite, généralement, j'ai un peu une idée des différentes étapes, mais surtout, le but de ma session, il est toujours inférieur à ce que je pense que je vais pouvoir faire. C'est-à-dire, si je me dis là, je vais travailler pendant 1 heure, ma première tâche, je vais viser que ce soit quelque chose que je puisse faire pour de vrai en 30 minutes. Pour caricaturer un peu, si tu dois, j'en sais rien moi, écrire un article de journal qui doit faire 3 pages à 4, tu sais que tu as 2 jours pour l'écrire. Tu peux te dire, bon, ben, 3 pages à 4 en 2 jours, cet après-midi, il faut que j'écrive une page. Et du coup, bah, tu sais que tu serais capable d'en faire 2, mais ton objectif, c'est plutôt une. Voilà. L'intérêt d'avoir un objectif qui va être réalisé plus rapidement que le temps qu'on a, c'est que ça va mettre en place le mouvement, en fait. Et même dans certains cas, si je fais des choses sur un bloc de 30 minutes, je vais viser 10 minutes. Mhm. Dans ce bloc, il faut au moins que j'ai atteint ça. Dès que je l'atteins, bah, je continue et je finis le bloc. Il faut voir ça comme un entraînement, comme si on veut courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, on va d'abord le courir des milliers de fois entre 20 et 11 secondes. Je sais pas, je dis des trucs au pif. On va passer un temps qui est des milliers de fois supérieur à jamais atteindre ce but, et il y a peut-être qu'une fois où on va l'atteindre. Mm. Donc c'est un peu voir chacun de ces blocs de temps vraiment comme juste un entraînement qui nous sert à affiner aussi notre vision de ce qu'on est capable de faire. Si on me demande combien de temps ça va te prendre pour créer ça, la plupart du temps, j'en ai aucune idée en fait. Ouais, alors pareil, ouais. Et le seul moyen de savoir, c'est de au moins démarrer un petit peu la tâche, parce que ça permet de clarifier certaines choses tout de suite, quoi. Mhm. Alors que si je passe tout mon temps à rechercher, bah, j'en sais toujours pas plus en fait. Sur cette partie de passer beaucoup de temps à rechercher au lieu de faire, il y a aussi un côté que, surtout avec les outils numériques, on surestime le coût de se rediriger. Ouais. Avec les travaux manuels, souvent, ben, se tromper, ça veut dire qu'il va falloir intégrer l'erreur parce que ça va prendre plus de temps de la corriger que de juste continuer. Dans le cas du travail numérique, j'ai l'impression que corriger les choses, c'est pas forcément si coûteux que ça. Et donc, en fait, démarrer quand on se dit qu'on n'est pas prêt, c'est pas forcément si dangereux. Mhm. Ça a du sens ce que je dis ou... Si tu fais une erreur, elle est plus facile à corriger alors que, en numérique, hein, alors que si tu es en train de sculpter quelque chose, tu mets un mauvais coup de burin et je sais pas, tu as cassé la tête de ta statue, bon, ben, tu as cassé la tête de ta statue, quoi. L'annulation, c'est pas possible. Récupérer le truc, c'est peut-être pas impossible, mais ça va être très compliqué de recoller la pierre, j'en sais rien. Donc. Et même au-delà de même faire des erreurs, c'est même cette idée que si on a recherché en amont, il y a un peu cette peur de dire oui, mais il y a une information qui va me manquer et qui va me poser problème dans le futur, alors qu'en fait, se heurter à cette information par la pratique, souvent, ça va la montrer plus rapidement, j'ai l'impression. Il y a un peu ce côté-là que j'avais en tête dans cette idée de faire moins de recherches, se lancer. Mhm. Déjà, il y a plein de cas où en fait, on a fait suffisamment de recherches finalement. Et je pense que les cas où il y a vraiment cette information critique qu'on n'avait pas vue, qui va demander de tout redémarrer de zéro, etc., il n'est pas si courant. Donc on a un peu cette tendance à surévaluer l'erreur. Ouais, j'essaie de mettre ça en parallèle avec le montage du podcast, justement, où je coupe toutes ces hésitations et des fois, je passe beaucoup de temps par rapport à la durée de l'enregistrement, quoi, sur une ou deux phrases parce que je veux réécouter le truc pour ouais, mais si j'enlève ça, est-ce que ça fait du sens avec ce qui a été dit avant, etc.
Et du coup, me fait rester à un point dans l'enregistrement. Mmh. Alors que si j'avais dit, bon, je passe dessus, on verra après, c'est pas grave, parce que j'ai toujours le loisir de corriger ça après, je pourrais y revenir en fait, comme c'est numérique. Je pourrais déjà faire tout le reste, et une fois que j'ai fait tout le reste, réécouter cette première passe et me dire que finalement ça va, et que j'aurais pas eu besoin d'avoir une obsession par rapport à je veux absolument corriger ce truc, et j'y passe énormément de temps, alors que peut-être que j'aurais pu ne pas le remarquer en repassant une autre fois dessus. Sur le moment, j'ai vraiment envie de corriger, alors que comme tu dis, comme il y a ce côté de numérique, il y a moins de risques, je pourrais toujours dire que je corrige plus tard. Et peut-être que je corrige quand même, donc le résultat est là, c'est le même au final. Mais peut-être que pas, et que au total, j'ai gagné du temps de ne pas vouloir être autant pointilleux tout de suite, quoi. Si on fait un parallèle avec, le dessin ou la sculpture, c'est un peu cette étape où tu dégrossis les choses. Quand tu apprends à dessiner, l'une des manières de faire qu'on t'explique, c'est de d'abord faire des grosses formes globales. C'est-à-dire la tête, c'est juste, un rond, le corps, c'est à peu près un sablier, les bras, c'est, une série de cylindres, 2 cylindres avec un rond au milieu et puis un triangle à la fin. Si tu montres ça à quelqu'un, il va dire: «Ah, c'est un bonhomme, c'est un humain». On a déjà une idée globale de la chose et ensuite on va raffiner le trait, raffiner le trait, raffiner le trait et ajouter les détails au fur et à mesure. Comme tu dis, par passe, en fait. On fait une première passe qui dégrossit les choses, une deuxième passe qui va un peu plus dans les détails de la forme complète. Mhm. Et puis on continue à faire des passes successives. Et puis après, quand on est vraiment doué, quand on a dessiné depuis 40 ans non-stop, bah là on peut démarrer directement par les détails et on a notre propre méthode. Il y a beaucoup de dessinateurs qui fonctionnent comme ça. Tu leur donnes un sujet et puis ils commencent déjà à tout dessiner, le détail en partant du centre par exemple ou d'une forme qui leur plaît. C'est dur hein, de se comparer à ça, Le truc c'est qu'on se compare à l'état fini. puis de quelqu'un qui a beaucoup de pratique, et voilà. Quand je disais l'état fini, oui, c'est l'état fini de l'apprentissage de cette personne. Ce qu'on voit très souvent de quelqu'un, d'un professionnel, c'est la fin de toute sa carrière. En cet instant, c'est le point le plus loin qu'il ait jamais été. Mm. On se compare constamment à ça au lieu de se comparer à tout son apprentissage qu'il a fait. Et dans le cas du montage du podcast, je pense que prendre une approche qui est similaire, se dire, je vais faire une première passe de dégrossissement juste en peut-être je sais pas, je dis une demi-heure, une heure, quelque chose comme ça. Une première écoute où je vais marquer les choses qui sont les plus marquantes. Donc potentiellement que écouter et juste mettre des marques. Et ça, c'est la toute première étape de dégrossissement. Ensuite, peut-être que la deuxième étape, c'est juste retirer ces endroits-là et puis refaire une étape comme ça d'écoute et de marquer et ensuite d'aller dans le détail de ces nouvelles marques. Je ne sais pas si c'est un process qui aiderait. Disons que c'est une analogie avec, là dans ce cas-là, avec un processus de dessin ou de sculpture, quoi. Pour juste continuer un peu sur les réflexions par rapport à se comparer à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, et on voit que ce résultat de beaucoup d'expérience. Donc quand on se compare à ça alors qu'on n'a pas atteint le même niveau de maîtrise, qu'est-ce qui a du ressort de la confiance en soi? Hmm. Pourquoi on se sent pas bien, pas assez en confiance de dire non, mais ce que j'ai fait là, c'est pas au niveau de ce que j'espérais avoir. Des fois, il y a de la satisfaction personnelle, d'accord, mais dans quelle mesure aussi il y a le regard des autres, en fait, de faire ça Hmm. parce que j'aimerais bien que les gens autour de moi, spécialement les gens que je connais, mais pourquoi pas aussi des inconnus, ils me valorisent bien pour dire ah ouais, c'est vraiment bien ce qu'il fait et tout. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça chez moi parce que j'ai envie Ouais. d'être apprécié au final, Hmm. puis d'être récompensé par des félicitations, tu vois. Il y a un peu cette crainte de j'ai pas envie qu'on me juge que c'est pas assez bien ce que j'ai fait, que c'est bâclé, tout ça. J'ai ça chez moi. Hmm. Et toi, est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui joue dans ce sens-là? Je pense aussi, oui. Finalement, la plupart de nos exemples, c'est des choses finies et pas des processus. Ça nous renvoie à une image négative de ce qu'on fait. Surtout quand on est enfant, adolescent, où là, littéralement, on se forme et on n'a pas forcément encore une vision personnelle, ou c'est une phase où on a tendance à changer en fonction de son environnement. Mhm. Non pas qu'après on change plus, mais après on a quand même des idées un peu plus claires sur ce qu'on a envie de faire, sur la vision qu'on a du monde. Et le côté de confiance en soi, il aide pas en effet
à présenter son travail aux autres. Parce que si on manque de confiance en soi, bah, on va vraiment complètement se dire: «Bah non, je vais pas montrer ça parce que c'est pas parfait, quoi». Mmh mh. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose que j'ai souvent. Pour le changer, ça, je sais pas trop. En tout cas, pour, peut-être servir d'exemple, aux autres, c'est justement ce côté de, se forcer à publier les choses même si elles sont pas parfaites. Mmh. Ça permet aussi de montrer une évolution. Je pense à un photographe que je suis, sur Instagram qui, depuis qu'il a son compte Instagram, il a jamais effacé, ses anciennes photos. C'est assez intéressant parce que, donc on peut voir complètement son évolution, quoi. Ou justement les premières photos, en termes de qualité disons ou en tout cas, d'originalité, de enfin comment c'est construit et cetera, tu sens que c'est moins bien que les celles d'après quoi? C'est ça et puis lui-même il le dit, il a dans ses premières photos, il pensait qu'il fallait forcément faire les choses comme ça ou il pensait qu'il fallait forcément rajouter des effets, des choses pour que ce soit waouh, un truc machin, alors qu'en fait, c'est plus du tout ce qu'il fait maintenant. OK. Et c'est vrai que quand tu prends son fil, Instagram, tu ressens complètement ça et c'est un peu quelque chose que, je me suis forcé à faire sur Instagram aussi parce que si je m'écoutais, j'aurais effacé beaucoup de mes anciennes photos. Mais en fait, j'aime assez aussi juste moi, redescendre dans mon fil au début et scroller, lentement, vers le haut et me rendre compte à quel point, mon travail est vachement plus qualitatif maintenant. OK. Ça veut pas dire que je pense qu'il est parfait, très loin de là, mais maintenant il y a des choses qui me plaisent déjà quand je les fais Mmh. et je sais qu'elles sont pas parfaites, je sais que je pourrais largement m'améliorer, mais pour autant, je vais quand même publier, la photo en question parce que je pense qu'elle est bien. Maintenant, en tout cas, peut-être dans 10 ans, je la trouverai vachement moins bien, il y a des chances, mais Mais quand est-ce que tu acceptes que, c'est publiable? Parce que sur une photo, tu peux toujours faire des trucs. Déjà, tu pourrais te dire, tu as un sujet que tu veux traiter, que tu vas prendre en photo, tu pourras toujours prendre en photo d'autres choses comme, prends un exemple bateau, tiens, j'ai envie de prendre des photos de cyclistes, parce que c'est mmh, rigolo les cyclistes dans la rue. Mais du coup, ah ouais, mais celui-là, le fond, il est pas super. Donc bon, j'attendrai de prendre un autre cycliste. Ah, mais là, mmh. le fond est cool, mais l'éclairage est pas génial. Bon, alors je vais prendre celui-là. Ah, mais là, la mise au point, elle est pas parfaite. Donc, au final, tu n'as toujours pas commencé à choisir une photo de cycliste à traiter. Et après, même quand tu la traites, tu peux toujours dire mais là, je pourrais corriger un peu les contrastes. Là, je pourrais travailler qu'une zone de l'image au lieu que ce soit l'image complète. Donc, à quel moment tu dis bon, bah là, j'en ai assez fait, je prends ça et je le publie, même s'il y a toujours moyen de faire des choses avec, tu vois, mais à quel point c'est suffisant quoi. Alors dans mon cas, il me semble pas que ce soit moi que ce process soit apparu dans ma tête. Je pense que c'est quelque chose que j'ai vu, d'autres photographes qui font ça. Mais déjà, les premiers tris que je fais, c'est uniquement sur les images en mode vignette. La plupart du temps, il faut que la vignette m'interpelle pour que je garde la photo, en fait. Mhm. Parce que quand c'est en vignette, il y a que la structure de la photo qui émerge et pas ses détails. Et si la structure est intéressante, déjà, il y a un bon point, quoi. Et ensuite, je me suis toujours forcé, enfin toujours non, justement pas. À l'époque où j'ai eu mon tout premier appareil photo numérique, donc c'était en ouais, 2008, on va dire, j'ai accumulé des photos sans les traiter parce que je voulais passer des heures à les traiter. Et bah évidemment, quand on a 2000 photos, si on veut passer 1 heure par photo, bah, le calcul est vite fait, hein. C'est vraiment très long. Ouais. Là, depuis que j'ai repris ces 3 4 dernières années, si je passe plus de 10 minutes sur une photo, en fait, j'arrête de la traiter. Ça veut pas dire que je la supprime, mais j'arrête. Parce que ça veut dire que je suis en train d'essayer de rattraper quelque chose, en fait. Mhm. Alors que si j'ai besoin de faire juste 10 minutes, c'est que la photo en elle-même, elle se tient. Ouais. Et que moi, j'ai juste à faire 2 3 détails, quoi. Du contraste. Généralement, c'est souvent ça, parce que j'aime bien quand même les choses assez contrastées. Donc souvent, les détails que je fais, c'est du contraste. Si c'est de la photo analogique, effacer quelques poussières qui sont là à cause du scan. Dans le cas des photos numériques, ça peut être retirer quelques éléments qui attirent l'œil et qui, je trouve, sont pas forcément intéressants de la photo, mais c'est très rare. Souvent, c'est des points ou un reflet dans le fond et puis ça attire l'œil tout de suite, alors qu'en fait, ce reflet est pas intéressant. Je me suis forcé à travailler vite, en fait, et à plus me baser sur l'instinct. Mhm. Et ça veut pas dire que je reviens pas sur les photos. Il y a des photos que j'ai publiées sur Instagram parce que je les trouvais bien. Maintenant, je trouve que leur traitement est
pas géniales et certaines, je suis revenu dessus. Mais quand je vais revenir dessus, ça va être pareil, ça va être à coup de 10 minutes. Donc là, tu mets vraiment cette limite un peu de... si ça fait aussi longtemps que tu es dessus, t'es pas en train de chercher la perfection, tu es en train de corriger un truc qui, en fait, ne marchait pas dès le départ et qu'il faudrait pas essayer de le corriger. Ma foi, tant pis, on fait le deuil de ça et on prendra une autre photo. Après, moi, il y a aussi le fait que j'aime pas corriger. Enfin, c'est juste une activité que je trouve pas intéressante. Donc, il y a ce côté-là, en 10-15 minutes, je suis lassé, en fait. Je suis là à dire, oh, franchement, aller dans ce détail-là, ça veut dire qu'il va falloir que j'apprenne des choses pour que ma couleur, elle soit bien, et des nouveaux outils et des trucs. Et je me limite un peu à ce qui est possible de faire dans une chambre noire, finalement. Est-ce que c'est du coup la contrainte qui peut peut-être aider à sortir du perfectionnisme? Oui, il y a ce côté-là de contrainte. Si on s'entraîne à faire les choses rapidement, c'est qu'on met une contrainte de temps ou se mettre une contrainte de nombre de fois où on va passer sur quelque chose. Mm. Dans le cas du podcast, tu peux dire je fais 3 passes, quel que soit l'épisode, et puis c'est tout. Pour reprendre le cas de ma mise en page avec j'ai besoin d'une texture de papier, est-ce que je devrais me dire, bon, je vais chercher une texture de papier, j'en trouve 3, et une fois que j'en ai trouvé 3, j'arrête d'en chercher, j'utilise déjà celle-là. Comme ça, j'avance, et si après ça marche pas, ben, très bien, je reviendrai dessus, mais peut-être que je peux me rendre compte que ça marche. Et la contrainte, c'était, je m'impose de pas en chercher plus que pendant un quart d'heure et de pas en récupérer plus que 3. Si avec les 3, je suis toujours pas content, j'essaye quand même et on verra. Ouais, je pense que c'est une bonne contrainte parce qu'en plus, dans ce document, ce que tu essayes de faire passer, c'est pas une texture de papier, c'est le message du document, quoi. Effectivement. L'intérêt du truc, c'est tout le reste. Ce détail de texture de papier, je pense qu'initialement, il faut se dire, je prends pas la première que tu trouves parce qu'elle est peut-être super moche, mais se dire, voilà, je vais mettre texture de papier sur Google, s'arrêter à la première page, en sélectionner 2-3, prendre peut-être une au hasard dans ces 3 et la mettre, finir le document, et une fois que l'objet, il est... C'est ce... Comment ça s'appelle ce MVP dans les startups fancy. Minimum viable product, donc voilà. le minimum, le produit minimum viable. Voilà, c'est de se dire, il faut pas travailler en tranches, mais travailler en colonnes, finalement. Donc, c'est-à-dire dans l'idée qu'il faut que le produit fonctionne, mais en étant extrêmement minimal. Et puis de là, on va pouvoir broder sur chaque niveau du produit. Ouais. Et donc, je pense que dans le cas de ta mise en page, c'est ça. C'est un peu ça aussi, se dire, il faut mettre tout le texte, dégrossir la mise en page, se dire, oui, mais ça, il faudrait qu'il y ait une nouvelle page ici, parce que comme ça, on marque le titre, par exemple, ou ce type de choses. Par passe, en fait, se dire, là, finalement, cette texture de papier, elle marche pas parce qu'elle est trop visible par rapport à une autre image qu'il y a sur le document. Donc, mais peut-être que la solution, c'est pas trouver une nouvelle texture de papier, c'est juste d'augmenter la transparence et puis c'est réglé, quoi. C'est marrant que tu me dises ça parce que c'était justement la réflexion que j'étais en train de me faire dans ma tête au même moment, où j'ai eu des cas sur des mises en page précédentes, par exemple, où j'ai récupéré une certaine texture qui, comme elle était pas intéressante, mais de la bidouiller derrière pour changer ses contrastes, changer ses couleurs, mélanger une autre texture dessus. Au final, c'était le résultat qui marchait bien et qui a vraiment de l'impact et qui était super. Mais j'ai fini par le faire parce que je trouvais pas ce que je voulais, en me disant non, mais il faut que je trouve la ressource que je veux parce que je vais pas passer du temps à faire les modifications moi-même. Et en plus, j'ai plus trop l'habitude de faire ce genre de modifications, donc ce sera pas assez bien. Donc voilà, donc je vais continuer à chercher ma solution idéale. Et j'ai passé plus de temps à chercher quelque chose parce que j'avais peur de pas réussir à le faire et parce que je pensais gagner du temps que au final, la modification que j'ai faite, si je l'avais fait dès le début, j'ai réussi à le faire, je me suis rendu compte, et deux, en fait, c'était plus rapide que de continuer ces recherches, quoi. Et ça rejoint un peu la confiance en soi, en fait, Ouais. non? Où tu dis, j'étais pas confiant que je pouvais le faire, donc finalement, je vais plutôt faire de la recherche à la place. Ou pas confiant de le faire plus vite qu'en cherchant, mais non, en fait, c'était l'inverse, quoi. Et ce que tu dis ici par rapport à la texture de papier, de peut-être qu'il faut un peu de transparence ou j'en sais rien, effectivement, à chaque fois, quand je regarde ces textures de papier, je me dis, c'est pas le papier que j'ai en tête, c'est pas comme ça qu'il est. Mais c'est vrai que c'est le matériau brut que j'ai quand même le loisir de modifier, mais que je pense pas en fait, parce que je me dis juste, il me faut une texture de papier, moi je pense au résultat final, et ce que je vois, c'est pas le résultat final, mais je pense pas qu'il y a des étapes entre deux. Et ça me bloque, parce que du coup, je prends pas cette texture de papier, je l'utilise pas, je me rends pas compte de ce qui manque, parce que je l'ai pas utilisé. Et que peut-être qu'une fois que je l'utilise, je pourrais dire « Ah, ça marche bien, mais il faudrait juste que ce soit plus clair, plus foncé, plus vers le brun, plus vers le jaune, j'en sais rien. »
et que je pourrais comme ça corriger en ayant fait cette petite étape de brouillon intermédiaire que je fais pas. C'est une bonne réalisation. Merci. De rien. J'ai un truc à rien à voir, enfin rien à voir, presque rien à voir que je vais t'envoyer juste. Oui, alors c'est tout à fait ça. Est-ce que tu peux décrire ce que tu viens de m'envoyer? Donc c'est un mème en 4 cases. En haut à gauche, il y a un petit extrait du tableau Guernica de Picasso, avec une femme ou un homme, on ne sait pas trop d'ailleurs, qui hurle vers le haut. Et puis la case c'est juste à droite, il y a marqué Moi dans ma vie. La case en bas à gauche, c'est le Bouddha qui est en train de dire quelque chose à 2 personnes. Et à droite, il y a marqué Moi qui donne des conseils aux autres. Le chaos et le dessin très approximatif du Picasso du haut, pour moi dans ma vie, c'est un peu ça. Par contre, forcément, quand je vais donner des conseils aux autres, ce sera très posé et regarde, je t'amène vers l'illumination, que moi-même j'ai pas en vrai, mais C'est un peu ce que je ressens à chaque fois qu'on enregistre un épisode, en fait. J'ai l'impression que quand j'écoute l'épisode, ah ouais, il a trop raison, lui, en fait. Mais ça n'a rien à voir avec mon ressenti ou autre. C'est celui qui en dit le plus qu'on fait le moins, je crois, ou quelque chose comme ça. je sais que c'est très bien de faire un premier jet qui est imparfait, parce que donc c'est le conseil que je donnerai à tout le monde. Non, mais faites des trucs pas super, vous améliorez après, c'est très bien. Est-ce que moi-même je le mets en pratique et je le fais très rarement et avec beaucoup de difficultés. Ouais, c'est l'entraînement continu de ça, quoi. Il faut vraiment se le rappeler tout le temps, constamment y revenir. Parlant de constamment y revenir, on revient constamment à nos épisodes, mais en allant où, comment on peut faire, comment on peut nous retrouver, qu'est-ce qui se passe? Juste avant ça, l'épisode sur la simplicité est pas mal en lien avec celui-ci, si vous voulez écouter d'autres choses en lien avec ce dont on vient de parler. Il me semble qu'on a quand même pas mal parlé de perfectionnisme dans cet épisode. Puis si c'est pas le cas, ce lien n'est pas parfait, mais c'est pas grave. Mais du coup, pour trouver cet épisode, vous pouvez aller sur notre site, tâche avec un s-2-t.fm. Et de là, vous avez accès à tous les archives de l'épisode, les liens vers les différents réseaux sociaux. Si vous écoutez dans une application où il y a des likes ou des favoris, n'hésitez pas à mettre un pouce, une étoile, selon ce que c'est. C'est utile pour être découvert, mais personnellement, je pense que le mieux, c'est si vous connaissez quelqu'un qui subit le perfectionnisme et que vous pensez que cet épisode peut l'aider, passez-lui. Je serais aussi curieux si on peut recevoir des commentaires de gens, comment ils vivent le perfectionnisme et qu'est-ce qu'ils font pour essayer de s'en sortir. Partagez ça avec nous éventuellement. Si vous avez d'autres idées, si vous utilisez d'autres stratégies. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Tout bientôt. Ouais. À plus. Bye bye.